Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ma mini formation sur DaVinci Resolve et aujourd'hui on s'attaque à l'espace étalonnage. Je sais que beaucoup d'entre vous sont passés sur DaVinci justement pour cet espace étalonnage qui est très développé, mais le problème c'est que justement c'est très complexe et quand on commence, on comprend rien. C'est très complet, ça ne fonctionne pas exactement de la même manière que sur Premiere Pro par exemple où on a notre timeline. Non, là on a un système de nœuds, tu en as probablement déjà entendu parler. On va voir tout ça ensemble. On va voir les bases, je pense, sous 2 épisodes. Donc là, on va voir toute l'interface, les différents outils. On va commencer à travailler 2-3 plans. Puis dans une prochaine vidéo, on ira un petit peu plus en profondeur pour pouvoir étalonner par exemple 2-3 plans en log, comment ajouter des luttes, etc. Juste avant de commencer, si tu as des questions, tu souhaites me contacter ou avoir une formation un peu plus personnalisée, n'hésite pas à me contacter directement sur Instagram. L'espace étalonnage, ça va te permettre d'étalonner tes plans. Donc c'est vraiment tout ce qui touche à l'image, que ce soit les couleurs, l'exposition de ton image dans les hautes, les basses lumières, etc. La saturation, le contraste. Mais ça va également te permettre de créer des masques pour faire des découpages, etc. Si par exemple tu veux découper un plan, une image par exemple pour en garder qu'une seule partie, et c'est là-dedans que l'on va faire ça avec les masques. Mais ça va également te permettre de faire des screens pour pouvoir réexporter ton image après. Voilà, donc vraiment tout ce qui touche à l'image en elle-même, mis à part les effets spéciaux, etc. Généralement, ça va être dans l'espace étalonnage que l'on va gérer ça. Commençons par l'interface. La partie du haut, on va retrouver le viewer. Donc le viewer qui va te permettre de visualiser ton image finale. À l'aide de la molette, tu vas pouvoir zoomer dans ton image. Si tu veux descendre un petit peu pour te balader, tu maintiens la touche contrôle ou commande sur Mac. Puis avec la molette, boum, tu peux descendre. Pour revenir à 0, donc adapter l'échelle, tu peux appuyer sur Z directement ou sinon en haut à gauche directement on a ajusté. Si tu veux switcher en mode plein écran, tu appuies sur P. Voilà, donc là ça prend vraiment toute la taille de ton écran. Hop, je rappuie dessus pour désactiver. Là comme ça, tel quel, on a l'aperçu final. Mais si je veux voir avant, donc sans tous les effets, toutes les modifications que j'ai apportées à l'image, je peux appuyer hop en haut à droite sur la petite roue colorée et là on peut voir que c'est mon image brute. Donc ici j'ai filmé en log, on a enlevé toutes les modifications. Ça me permet de voir le avant-après. Pour pouvoir afficher la sélection, donc quand on va sélectionner une couleur par exemple ou quelque chose dans notre image comme un masque, etc. On va avoir la petite baguette magique qui est juste là et en cliquant, on peut voir que ça nous fait apparaître les parties qui sont sélectionnées dans l'image. Donc tout ce qui est en gris, c'est pas sélectionné et tout ce qui est en couleur, c'est sélectionné. Ça c'est très important de le savoir, lorsqu'on fait une sélection, ça me permet de voir très précisément ce qui est sélectionné ou non. D'ailleurs tout en bas on va retrouver l'affichage des outils dans le viewer, donc celui qu'on utilise le plus souvent c'est Power Window, ici je l'ai utilisé, puis là on peut voir que ça me fait apparaître le masque que j'ai réalisé. Et puis c'est comme ça que je vais pouvoir, hop, par exemple ici, modifier mon masque. On verra ça un petit peu plus tard, comment ça fonctionne. Juste à côté, on a le mode volet, juste là. Et ça va te permettre de faire une comparaison avec une image dans la galerie. Si tu veux comparer l'image que tu es en train d'étalonner avec celle que tu as capturée précédemment, c'est en activant cette fonction que tu vas pouvoir le faire. Donc là, par exemple, je suis en train de faire mon étalonnage. Je pense que je vais faire des modifications, mais j'ai envie de voir un petit peu le avant-après certaines modifications. Et pour cela, je vais faire hop, clic droit, capturer comme image de référence. Et puis là, en allant dans la galerie, juste là, on peut voir que ça m'a créé une image. Elle est juste là. Ok, maintenant je fais certaines modifications. On peut voir que hop, dans le viewer, il y a certaines choses qui se sont modifiées. Donc par exemple la couleur de la pelouse, etc. Dans ma galerie, je sélectionne l'image que je souhaite comparer. Donc imaginons c'est celle-ci. Hop, je clique dessus. Je vais dans le viewer, j'active le mode volet et puis là on peut voir que quand je passe ma souris de gauche à droite, on a le avant-après qui apparaît. Pour bien que tu le vois, je vais saturer au maximum et puis là on peut voir que quand je passe ma souris de gauche à droite, ça me permet de voir le avant-après. Donc ça c'est assez pratique. En activant le mode volet, on a d'ailleurs plusieurs outils. Donc là on peut voir que c'est de gauche à droite, mais je peux également passer de haut en bas ou en diagonale comme ça, tu vois, tu as plusieurs modes de comparaison. Donc la galerie, ça va te permettre de référencer plusieurs images. Donc imaginons que j'ai envie de capturer cette image, je fais clic droit, capturer comme image de référence et puis hop, ça va apparaître dans ma galerie. Mais ça va également me permettre d'exporter des images. Par exemple, j'ai envie d'exporter cette image-là, je fais clic droit, exporter, puis là ça va m'ouvrir mon Finder. Je vais faire format de fichier par exemple PNG. Puis là, je vais pouvoir exporter cette image-là. Voilà pour la galerie et le viewer. Ensuite, toujours en haut à gauche, on va retrouver l'onglet lutte. Donc, c'est là où il y a toutes les luttes du logiciel. On peut également en importer. Si par exemple, je veux passer de mon espace en log, donc le S-Log3 ici, à un espace en Rec 709, là, je vais aller dans mes luttes, Sony.
Et puis là, on va avoir S-Log3 Gamut Ciné, tout Rec 709. Voilà, donc il y a vraiment plein de luttes qui sont dans le logiciel. Et si je veux en importer, je peux faire hop, clic droit, afficher dans le Finder. Puis là, ça va m'ouvrir le dossier. Et ici, je vais pouvoir en ajouter, vraiment personnaliser tous les dossiers. Après les luttes, on va retrouver la bibliothèque de médias. Donc là, c'est exactement la même chose que dans le montage, cut, etc. C'est toujours la même bibliothèque. On passe maintenant de l'autre côté, à droite. On va retrouver, boum, l'espace timeline. Donc ça va te permettre d'afficher la timeline juste là. Ça peut être assez pratique pour se situer, voir à peu près où on est dans le montage. Tu vas également pouvoir afficher les plans. Donc ça, pareil, c'est très pratique. Ça te permet de voir exactement sur quel plan tu es. Encore une fois, pour te situer dans le projet. On peut voir d'ailleurs dans tous ces plans-là qu'on a des numéros. Donc le 1, c'est le premier plan de notre timeline. Et puis après, ça va jusqu'à l'infini. Ces petits numéros-là, lorsqu'il n'y aura aucune modification qui ont été apportées sur le plan, eh bien, on peut voir qu'il est grisé. Voilà, comme ici, on peut voir que c'est grisé. En revanche, quand j'ai un plan qui a des modifications, dès que je vais ajouter du contraste, que je vais toucher à un réglage, ce numéro-là, il apparaît en couleur. Eh bien, ça signifie qu'il y a des modifications qui ont été apportées. On peut également choisir d'afficher que certains types de plans, puisque là, effectivement, j'ai vraiment tous les plans de ma timeline qui se sont affichés. Sauf que si j'ai envie de travailler seulement sur mes plans drone ou mes plans GoPro, eh bien, c'est la galère, puisque j'en ai un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et si j'ai envie d'afficher seulement ces plans-là, eh bien, on peut s'aider avec les codes couleurs et les drapeaux. Souviens-toi, dans les précédents épisodes, je t'avais dit que c'est très pratique de s'aider lorsque l'on fait du montage avec des codes couleurs. Donc par exemple, tous mes plans drone, hop, je leur ai mis un code couleur. Donc on peut voir dans ma timeline que tous mes plans drone, hop, ils sont en orange. Tous mes plans GoPro, hop, ils sont en rose. Et puis mes plans au Sony A7 IV, ils sont en bleu. Tu peux également leur attribuer des drapeaux pour mieux les retrouver, puisque là effectivement on leur a attribué une couleur, c'est très visuel. Mais on peut également leur donner des drapeaux. Donc là, on a couleur du plan, mais également drapeau. Et ça, c'est très pratique puisque dans ta timeline, ça te permet de mieux t'organiser, mais également dans tout ce qui est étalonnage. Puisque si j'ai envie d'afficher seulement mes plans drone, hop, je vais aller dans plan, en haut à droite. Ici, je vais faire plan avec marqueur, avec couleur plutôt. Et si j'ai envie d'afficher seulement mes plans GoPro, hop, je vais faire violet. Puis là, on peut voir que j'ai seulement mes plans GoPro qui se sont affichés. Et si j'ai envie d'afficher en plus, hop, mes plans drone, je vais faire orange. Puis là, on peut voir que j'ai mes plans GoPro et j'ai mes plans au Mavic qui sont là. Tu vois ici, tu peux vraiment les organiser. Soit tu peux mettre tous les plans, plans sélectionnés, plans qui sont étalonnés, plans qui ne sont pas étalonnés. Comme ça, directement, tout ce qui n'est pas étalonné, ça te l'affiche avec les marqueurs, les mots-clés, etc. Enfin, tu as vraiment plein d'options de tri. Ensuite, on peut afficher les nœuds, donc c'est là-dedans qu'on va travailler. C'est en quelque sorte la timeline de notre plan. Ici, on a tout ce qui est effet, mais attention, c'est pas les mêmes effets que dans l'espace montage. Là, c'est vraiment les effets qui sont dédiés à l'espace étalonnage. Donc, tu peux par exemple ajouter des flares, ajouter un soleil artificiel. Enfin, vraiment, on va voir, il y a vraiment beaucoup de choses. Et enfin, la Lightbox qui te permet de voir tous tes plans, hop, directement sur grand écran, avec juste à côté l'échelle du temps. Encore une fois, pour te référencer et t'organiser. J'avoue que ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'utilise jamais. On passe maintenant à la partie du bas. C'est là où tu vas retrouver tous tes outils ainsi que les scopes. Donc, on va commencer tout à gauche. On va retrouver un premier onglet Caméra RAW. Donc ça, c'est seulement si tu filmes en RAW. Dans cette vidéo, on ne va pas en parler. Ensuite, deuxième onglet, ça va être correspondance de couleurs. Donc ça, c'est si tu veux faire matcher tes couleurs avec un color checker. Ici, encore une fois, on ne va pas en parler. Ensuite, les roues colorimétriques, là, ça devient intéressant. C'est ce que tu vas utiliser, je pense, le plus. Tout en haut, on va retrouver des options de balance des blancs. Donc, tu as soit la balance des blancs automatique. Je te déconseille de le faire puisque généralement ça marche pas très bien non plus. Ou sinon directement avec la pipette, si tu as placé une feuille blanche juste avant de filmer, eh bien ça va te permettre de faire ta balance des blancs parfaitement. Sinon juste à côté on va retrouver la température, donc est-ce que tu veux que ça soit plus chaud ou plus froid. À chaque fois en double cliquant juste à côté, ça te permet de réinitialiser. Juste à côté la teinte pour faire en sorte que ça soit plus magenta ou plus verdâtre. Hop, je réinitialise en double cliquant. Le contraste, voilà. Mid Detail, ça c'est un outil qui est plutôt intéressant. J'ai pris ce plan-là pour te montrer comme exemple. Donc si je zoome dedans, on peut voir que si j'interagis sur ce réglage, donc si je le mets en positif, on peut voir que ça va accentuer tous mes détails. Voilà, comme si c'était plus net. En gros, ça accentue la netteté, si on peut dire ça comme ça. Et puis si je vais dans le négatif,
eh bien on peut voir que ça va diminuer ma netteté, si on peut dire ça comme ça. Enfin, mes détails seront beaucoup moins prononcés. Typiquement sur des plans GoPro, les GoPro, les action cam en général, elles ont tendance à accentuer la netteté. Et puis tu peux jouer sur ce réglage justement pour faire en sorte que ça soit plus naturel, avec moins de détails. Même chose quand je fais des plans face cam, j'ai tendance à diminuer généralement un petit peu la netteté pour faire en sorte que l'on voit moins, par exemple les boutons, les cheveux qui partent dans tous les sens, tu ne les vois un peu moins parce que c'est beaucoup moins net, donc ça saute moins aux yeux. Ensuite, juste en dessous, on va avoir Boost, donc ça te permet de booster tes couleurs comme si tu boostais la saturation à maximum. Donc le boost, c'est vraiment un réglage vénère si on peut dire ça comme ça. Ensuite, saturation, eh bien ça te permet de augmenter ta saturation. Voilà, de faire en sorte que tes couleurs soient beaucoup plus vives. Après, je saute 2-3 trucs pour arriver à l'essentiel. On va avoir ces 4 roues qui sont juste là, le lift, le gamma, le gain et l'offset. Et ça va te permettre d'interagir sur tes basses lumières, tes moyennes lumières, tes hautes lumières, etc. Donc le lift, ça correspond à tout ce qui est basse lumière. Donc par exemple, hop, on peut voir juste là, c'est les basses lumières. Pareil, juste là. Ensuite, les moyennes lumières, ça va être plus ce qui est à ce niveau-là. Hop, on peut voir. Et puis les hautes lumières, ça va être par exemple la softbox qui est juste derrière moi. Pour utiliser cette courbe, tu vas avoir la poignée qui est juste là en dessous. Et puis en la tirant vers la gauche, tu vas finalement diminuer les basses lumières, donc les abaisser. Et puis vers la droite, tu vas augmenter les basses lumières. Tu peux voir que quand je fais varier cette courbe-là, ça fait varier également ces 4 réglages qui sont juste au-dessus. Mais je peux également interagir sur chaque couleur, entre guillemets. Donc si je veux interagir sur le bleu dans les basses lumières, eh bien je peux. Hop, on peut voir que bam, directement, ça me permet d'interagir hop, sur le bleu dans les basses lumières. Même chose pour le vert, le rouge et le blanc. Et tu peux voir que quand tu interagis sur un des réglages qui sont juste en dessous, eh bien ça interagit également sur la roue colorimétrique. Hop, tu peux voir que le point au milieu, il se déplace. C'est pour ça qu'il y a 2 manières d'utiliser cette roue colorimétrique. Soit j'interagis sur les réglages qui sont juste en dessous, soit directement j'attrape le petit point qui est juste là et je vais pouvoir le déplacer. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais si je dois vraiment résumer, le lift, ça va te permettre de gérer les basses lumières. Donc on peut voir que quand j'interagis là-dessus, je t'ai mis la parade juste là, à côté. Donc les basses lumières, c'est tout ce qui est en dessous de 300 par exemple. Voilà, et on peut voir que quand j'interagis dessus, eh bien c'est tout le bas du signal colorimétrique qui va s'abaisser. Toute cette partie-là, elle s'étire beaucoup plus que le reste du signal. Et puis le gamma, donc ça va être les moyennes lumières, on peut voir que c'est le milieu du signal colorimétrique qui va bouger. Voilà. Forcément, ça entraîne les hautes et les basses lumières, mais c'est vraiment le milieu du signal qui va plus s'étirer que le reste. Hop, tu peux voir. Et puis avec le gain, ça va être tout ce qui est haute lumière. Donc tu vas voir le haut du signal qui va s'étirer plus que le reste. Tu vois, donc là, j'interagis sur les hautes lumières et là, j'interagis sur les basses lumières, tu vois. Et l'offset, ça va te permettre d'interagir sur l'ensemble du signal colorimétrique. Donc que ça soit les hautes, les basses lumières, les moyennes lumières, enfin vraiment tout. Tu vois que quand j'interagis dessus, eh bien c'est l'ensemble du signal qui va monter ou descendre. Si tu veux réinitialiser un réglage, donc par exemple la température, tu as juste à double-cliquer juste à côté sur Temp. Et puis pour les roues colorimétriques, eh bien juste à côté, on a des petits resets. Juste là, ça te permet de reset. Et si tu veux tout resetter carrément, eh bien en haut à droite, voilà, on a encore un autre reset. Dans cet onglet correction primaire, on a également 2 autres sous-onglets. Donc juste là, on a tous, c'est exactement la même chose, mais sous forme de barre. Donc tu vois, on retrouve exactement les mêmes réglages de lift, le gamma, sauf que c'est sous forme de barre. Ça dépend vraiment de la manière de travailler de chacun. Il y en a qui vont préférer les barres plutôt que les roues colorimétriques. On va pas s'attarder là-dessus. Et puis enfin, on a l'onglet pour le log. Ici, c'est exactement la même chose, sauf que ça va te permettre de gérer plus précisément un signal en log. Tu vas retrouver tous les mêmes réglages, sauf que tu vas avoir le plage bas et le plage haut qui est juste là. Et donc ça va te permettre de gérer plus précisément ton signal. On va pas s'attarder là-dessus dans cette vidéo. Après, on va avoir les roues pour l'HDR. Donc ça te permet de gérer encore plus précisément quand tu veux faire de l'HDR. Ici, on a le mixeur RVB. Ça te permet de mixer tes couleurs. Franchement, j'utilise jamais ça. Après, on a effet de mouvement. C'est un petit peu mal traduit, mais en gros, ça te permet, c'est un denoise en fait. Ça te permet de supprimer le bruit qu'il y a dans ton image. Mais attention, c'est très puissant comme outil. Ça marche vraiment super bien, mais ça bouffe beaucoup d'énergie. Voilà, donc ton ordinateur, il va vraiment pomper quand tu pousses les réglages à fond. Donc c'est pour ça que je te conseille de le faire en dernier.
Fais d'abord tes corrections et tout ça, et quand tu as terminé ton montage, tu actives le denoise, comme ça va faire les rendus et tu pourras exporter. Ça évite que ton ordinateur y rame. Ensuite, on a les courbes, donc on en a plusieurs. La première, celle-ci, ça va te permettre de gérer ton signal colorimétrique dans les hautes et basses lumières. Et là, tu vas me dire, c'est quoi la différence avec les roues colorimétriques, puisque au final, c'est à peu près la même chose. Ça te permet de gérer ton signal dans les hautes et basses lumières, etc. Et bien en fait, avec les courbes, ça va te permettre d'être beaucoup plus smooth. Moi, je préfère travailler avec ça. Ça te permet d'être beaucoup plus précis aussi. En arrière-plan, on va retrouver un histogramme. Tu le vois juste là. Donc l'histogramme, je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est. Mais en gros, ça te permet de représenter graphiquement l'exposition de ton image. Tout à gauche, on va retrouver les basses lumières et tout à droite, les hautes lumières. En hauteur, par contre, ça va être le nombre de pixels qui ont cette exposition. Donc si par exemple, j'ai une grosse partie de l'image qui est sous-exposée, donc je vais avoir beaucoup de pixels qui sont dans les basses lumières, eh bien je vais avoir un pic au niveau des basses lumières. Tu vois, si je prends d'autres plans par exemple, eh bien on peut voir l'histogramme qui change en arrière-plan. Hop, si je prends ce plan-là par exemple, ma scène en global, elle est plutôt sombre. En revanche, je vais avoir les nuages qui sont totalement surexposés juste là, ils sont totalement blancs. Et c'est pour ça que si on regarde l'histogramme, je vais avoir pas beaucoup de pixels dans les moyennes lumières, etc. En revanche, je vais avoir beaucoup de pixels dans les hautes lumières. Bref, revenons sur notre courbe. On peut voir que si je clique avec ma souris, donc je crée un point et que j'abaisse la courbe au niveau des basses lumières, eh bien hop, sur ma parade, on peut voir que mon signal il s'abaisse au niveau des basses lumières. Je te montre un exemple. Donc ça, c'est le plan après avoir interagi sur les courbes et ça, c'est avant. Voir que ça n'a rien à voir. Donc là, le but, ça va être de créer plusieurs points en commençant par le bas. Donc je vais créer un premier point ici et puis je vais le bouger de haut en bas et je vais regarder sur quoi ça interagit. Donc là, je vois que ça interagit sur la totalité de la falaise et je vais le bouger de haut en bas jusqu'à ce que ça me convienne. Donc par exemple, hop, celui-là, je vais le monter hop, un tout petit peu plus par là. Bien sûr, je pourrais revenir en arrière si j'ai besoin de faire des ajustements. Je me décale un petit peu, donc par exemple par là. Et puis, même processus. Voilà, comme ça. Là, je vois que ça interagit au niveau des nuages, du ciel en lui-même. Voilà, j'ai terminé. Donc, tu vois, les courbes, ça te permet de gérer très précisément l'exposition de ton image à l'aide des points. Tu vas placer plusieurs points. Tu peux en mettre 2, 3, 24. Enfin, tu en mets autant que tu veux. Plus tu en mets, plus tu seras précis. Donc là, on gérait la courbe de l'ensemble du signal colorimétrique. Donc, on peut voir que quand je monte juste là, eh bien, ça monte le vert, le rouge et le bleu. Sauf que je peux bien sûr gérer chacune des courbes indépendamment. Donc si j'ai envie d'avoir la courbe du rouge, exactement comme on avait dans les roues colorimétriques. Tu vois ici on a le rouge, vert, bleu. C'est exactement la même chose dans les courbes juste ici. Donc tu vois, boum, je clique sur rouge, j'ai ma courbe rouge. Puis là, je vais pouvoir gérer finalement exactement comme tout à l'heure. Donc ça, c'était la courbe que tu vas utiliser le plus souvent. Ensuite, juste à côté, en fait, on a plein de sous-catégories. On a une deuxième courbe, donc Hue vs Hue, ça va te permettre entre guillemets de modifier une couleur. Je t'avoue que c'est pas très utile, j'utilise ça quasiment jamais celle-là. Donc hop, tu sélectionnes une couleur, par exemple le vert juste là, ça va te créer 3 points. Et puis celui du milieu, tu vas pouvoir le déplacer. Par exemple, si je l'amène tout en haut, ça va me faire du bleu, tout en bas, ça va me faire du bleu. Enfin, vraiment, ça te permet de modifier la couleur en question. Ensuite, la deuxième courbe, Hue vs Sat, ça c'est assez intéressant. Ça te permet de sélectionner une couleur pour pouvoir la saturer. Donc, par exemple, je sélectionne le vert, j'ai envie de saturer le vert. Et bien, boum, ça va me créer 3 points. Et en montant ce point vers le haut, on peut voir que mon vert, il ressort beaucoup plus. Ça a saturé le vert, sans pour autant impacter la roche et le ciel. Si j'ai envie d'augmenter la saturation du ciel, boum, je sélectionne le bleu juste là. Ça m'a créé 3 points. Et hop, en augmentant ou diminuant le point du milieu, ça me permet de désaturer ou de saturer le bleu. Voilà, donc les courbes juste là et puis Hue vs Sat, c'est pour moi les plus importantes. Ensuite, on va avoir déformation couleur. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus. Et en fait, ça va te permettre de sélectionner une couleur pour pouvoir la modifier. C'est vraiment plus précis que le Hue vs Hue qu'on a vu juste avant. Puis surtout, ça te permet de gérer la teinte, la saturation. Enfin, vraiment, tu peux tout gérer avec ça. Donc là, on peut voir que quand je passe ma souris dans le viewer avec la pipette, eh bien, on peut voir que dans déformation couleur, ça va me sélectionner la couleur qui est le plus proche de ce point. Donc par exemple, ici dans le bleu, le point qui est le plus proche de cette couleur, c'est celui-là. Et puis ici, au niveau de la pelouse, on est dans le jaune. Le point qui est le plus proche, c'est celui-là. Et quand je vais cliquer sur cette couleur, boum, ça va me sélectionner le point qui est le plus proche. Donc en l'occurrence, c'est celui-ci, il est en rouge. Et puis là, je vais pouvoir le déplacer
et tu vois, ça modifie la couleur de ma pelouse. Donc si j'ai envie, par exemple, j'en sais rien, quand on est en été, bah, on est plus, bah, ça l'est déjà au niveau orangé, mais je peux vraiment faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus verdâtre. Là, tu vois, tout de suite, on a changé de saison carrément. Tu vois, je peux modifier la couleur vraiment comme je veux. C'est beaucoup plus précis. C'est vraiment incroyable comme outil. Et même chose avec le ciel. Donc là, boum, je sélectionne le bleu qui est juste là. Et puis, boum, après, je peux vraiment le modifier comme je veux. Donc, faire en sorte qu'il soit plus bleu ciel comme ça, plus bleu foncé. Après, on va avoir le sélecteur HSL. Et donc là, on va avoir d'ailleurs plusieurs sélecteurs dans les sous-onglets. Donc le sélecteur HSL, ça te permet de sélectionner une couleur pour pouvoir ensuite appliquer certains réglages. On va avoir plusieurs pipettes juste en dessous. Donc la première, c'est la principale. Tu vas sélectionner la couleur maîtresse. Donc par exemple, ici, on va prendre la pelouse encore une fois. Je clique dessus et puis là, ça m'a créé plein de points. Souviens-toi, si tu veux afficher une sélection dans le viewer, on a la petite pipette qui est juste là. Et donc là, ça m'affiche tout ce qui a été sélectionné. Là, ça a super bien marché, mais parfois, ça te sélectionne des choses que tu n'as pas envie que ça sélectionne et parfois, ça n'a pas tout sélectionné. Et donc, on va avoir les pipettes plus et les pipettes moins. Donc, si j'ai envie de désélectionner quelque chose que ça a sélectionné, eh bien, je peux cliquer comme ça, tu vois. Et si j'ai envie d'ajouter quelque chose que ça n'a pas sélectionné, eh bien, hop, tu vois, je peux, avec la pipette, passer au-dessus des zones grises. Et puis, à partir de là, comme j'ai sélectionné cette zone-là, eh bien, je peux appliquer certains réglages. Par exemple, j'ai envie d'exposer seulement la montagne, donc de gérer l'exposition de la montagne. Eh bien, je vais pouvoir aller dans les courbes, par exemple, et puis gérer l'exposition, mais seulement de la montagne. Tu vois, ça n'interagit pas sur le ciel, du moins très très peu, puisque là j'ai mal fait ma sélection. Dans les sélecteurs HSL, on a également tout là-bas le sélecteur 3D. Ça, c'est celui que j'utilise le plus souvent, parce que pour moi, c'est le plus performant. C'est un sélecteur qui va vraiment analyser ta scène. Là, par exemple, avec ce plan-là, si j'ai envie de sélectionner seulement l'alpaga qui est juste là, là, je vais dans mon sélecteur 3D. Encore une fois, c'est le même principe. Je sélectionne ma couleur maître. Donc, en l'occurrence, c'est celle-ci. Hop, je clique pour afficher la sélection. Puis après, avec la pipette plus, hop, je vais pouvoir dessiner comme ça pour faire en sorte que ça sélectionne plus. Là, on peut voir que ça m'a sélectionné des parties dans le fond. Donc, je prends ma pipette moins juste là et je vais dessiner. Pour terminer, parfois quand une sélection n'est pas très propre, à chaque fois dans les sélecteurs et puis dans plein de réglages, tu vas avoir des réglages de nettoyage. Donc tu peux nettoyer la sélection pour faire en sorte que ton masque il soit beaucoup plus propre. Tu vois, boum, au niveau du pelage, c'est beaucoup plus propre. Onglet suivant, les Power Windows. Ça, c'est super utile. En fait, ça va nous permettre de délimiter une zone dans laquelle on va pouvoir appliquer des modifications. Donc, on a plusieurs modèles. On peut soit utiliser le carré, le cercle ou sinon directement, hop, avec le pinceau. On peut, hop, avec la souris, venir sélectionner, rajouter des points pour pouvoir ensuite délimiter la zone. Et puis, une fois qu'on a délimité cette zone-là, hop, on va pouvoir appliquer des modifications. Par exemple, j'en sais rien, moi, changer la température, tu vois. La température, enfin les modifications que j'apporte se font seulement dans le masque que j'ai fait. Le problème, c'est que tu vois, là, on n'a aucun dégradé. Vraiment, ce qu'on a fait à l'intérieur du masque et à l'extérieur, il n'y a aucun adoucissement. C'est vraiment brut de chez brut. Et donc, si on veut adoucir, ajouter un dégradé, eh bien, on peut jouer avec les réglages qui sont juste là. Hop, on a adoucir à l'intérieur ou à l'extérieur. Et tu vois, quand je joue avec ces réglages-là, ça va me faire un deuxième masque à l'intérieur en l'occurrence. Et puis un deuxième masque quand je joue avec les réglages extérieurs. Bien sûr, je peux prendre mes points, les déplacer. Enfin, je fais vraiment comme je veux. Mais tu vois, là maintenant, c'est beaucoup plus doux. Voilà, on a vraiment un dégradé qui se fait. Si par exemple, tu veux inverser la sélection, donc que tu as envie que la sélection ne se fasse pas dans le masque, mais à l'extérieur du masque, eh bien là, on va venir cocher la petite case qui est juste là. Et hop, tu vois, ça a inversé notre masque. Donc ce qui était à l'intérieur, ça n'a rien fait. Et tout ce qui est à l'extérieur, ça a modifié. L'onglet suivant, c'est tout ce qui est tracker, tracking de Power Window. Donc en fait, là, j'avais besoin de sélectionner mon ciel. Donc j'ai créé directement un masque avec adoucissement intérieur-extérieur. Le problème, c'est que là, on est sur un plan drone. Donc forcément, je me déplace et le masque, en fait, il va falloir qu'il se déplace aussi. Pour la faire très rapide, en fait, je me positionne à un endroit dans mon plan, un endroit qui est le plus simple pour moi pour faire mon masque. Et donc là, directement, je vais faire mon masque dans la Power Window. Et puis une fois que c'est fait, pour pouvoir lancer le tracking, eh bien, je me rends dans cette fenêtre-là. Et si je veux traquer vers l'avant, je vais cliquer vers la flèche qui est juste là. Donc, c'est-à-dire que ça va appliquer le tracking vers l'avant. Donc, du moment où je suis avec ma tête de lecture vers l'avant, donc vers la fin de mon clip.
Et si je veux appliquer le tracking vers l'arrière, donc c'est-à-dire que ma tête de lecture elle est là et j'ai envie d'appliquer le tracking vers l'arrière, donc vers le début de mon plan, eh bien je vais cliquer sur la flèche qui est juste là. Et si j'ai envie de faire mon tracking vers l'avant et vers l'arrière, comme par exemple ici typiquement, tu vois ma tête de lecture elle est en plein milieu et donc j'ai besoin de faire mon tracking vers l'avant, voilà donc vers le début de mon clip et vers la fin de mon clip. Et c'est pour ça que je vais cliquer sur la flèche double qui est juste là. Après, on va avoir le Magic Mask. Ça va te permettre de sélectionner, grâce à l'intelligence artificielle du logiciel, un objet ou une personne. Donc en gros, si tu veux sélectionner un objet, eh bien, tu vas rester comme ça tel quel. Voilà, donc juste à droite, tu vois, on a une option objet. Et si on veut sélectionner une personne, on va se mettre voilà, sur l'option personne. Tu peux même lui donner des indications. Donc là, on a personne ou endroit du corps. Donc par exemple, on a les bras, vêtements, visage. Donc là, on va essayer avec le visage directement. Et donc là, je vais venir directement dans le viewer et je vais hop, dessiner au-dessus de la tête. Voilà, comme ça, pour pouvoir sélectionner la zone. Et normalement, là, il va me le sélectionner. Si j'active dans le viewer la petite baguette magique, eh bien, on peut voir qu'il m'a bien sélectionné le visage. Donc ça marche plutôt bien. À partir de là, ça m'a fait un masque. C'est exactement comme les Power Windows, sauf que là, c'est vraiment de l'intelligence artificielle. Donc ça permet de sélectionner rapidement le corps. Et l'avantage de ça, c'est que c'est quand même assez rapide quand ça marche bien, puisque le Power Window, tu es obligé de placer tous tes points et puis après d'effectuer un tracking. Là, directement dans cette fenêtre-là, on peut sélectionner un objet ou une personne. Et si ça marche bien, directement appliquer le tracking dans la fenêtre. Donc tu vois, là, j'ai envie d'effectuer mon tracking. On va voir ce que ça donne. J'appuie sur les deux flèches. Et puis là, on va laisser l'ordinateur travailler. Après, on a tout ce qui est flou. Donc, si tu as envie de rendre flou une image ou d'accentuer la netteté, eh bien c'est là-dedans qu'on va faire ça. Tu vois, quand je vais baisser mon curseur vers le bas, ça va vraiment accentuer la netteté. C'est vraiment super moche, donc il faut faire attention, il faut que ça soit très léger. Et quand je vais vers le haut, eh bien ça va flouter mon image. Et à partir de là, boum, après on va voir que tu vas pouvoir jouer avec certains effets pour que le flou arrive progressivement, etc. Ensuite, on a tout ce qui est alpha, on ne va pas en parler. Échelle, donc ça en gros, c'est une sorte d'inspecteur, mais directement dans l'espace étalonnage, donc tu peux déplacer ton image, etc. Maintenant, on se déplace à droite, juste là, on va avoir les images clés. Les images clés, keyframe, je t'avais appris ce que c'était directement dans mon épisode précédent, donc ça va te permettre d'ajouter des points clés à laquelle on dit au logiciel, ok, je veux qu'à ce point-là, il y a tel réglage d'appliquer. Si tu n'as pas compris les keyframes, je t'invite à regarder mon épisode précédent. Tout à gauche, on a le petit i information, donc pour connaître le nom du clip, la durée, etc. Et enfin, on a tout ce qui est scope. Et là, je vais t'expliquer pas mal de choses. Les scopes, ce sont des outils qui vont te permettre d'avoir plein d'informations sur ton image en elle-même. Donc, est-ce qu'elle est surexposée? Est-ce qu'on perd de l'information dans les basses lumières? Est-ce que mon visage est correctement exposé? Alors, bien sûr, il ne faut pas se baser que sur les scopes. Bien sûr, il faut regarder le viewer, voir si ça nous convient, etc. Mais voilà, les scopes, c'est vraiment un outil qui nous permet finalement de s'appuyer dessus afin d'appliquer les meilleurs réglages et d'avoir le meilleur résultat. Donc quand tu vas à droite, on a plusieurs types de scopes. On peut sélectionner la parade, l'oscilloscope, le vectorscope, l'histogramme, etc. Si tu as plusieurs écrans, tu peux bien sûr étirer cette page pour pouvoir mettre les scopes sur un autre écran. Donc comme d'habitude, généralement sur à peu près toutes les fenêtres, tu as la petite croix, hop, étirée juste là. Et puis à partir de là, tu vas pouvoir finalement afficher tout ce que tu veux. Donc est-ce que tu veux en afficher que 1, 2, 3, 4, enfin vraiment tu peux en afficher plein. Et puis après, tu peux choisir ce que tu mets dedans. Enfin, vraiment, tu fais comme tu veux. On va commencer avec la parade RVB. Donc, en hauteur, on va avoir une échelle qui va de 0 à 1000. Et sur certains logiciels, ça va de 0 à 100. Enfin bref, le 0, ça représente les basses lumières, le noir absolu. Et le 1000, ça représente les très hautes lumières, autrement dit le blanc absolu. Au milieu, donc aux alentours des 400 à 600, eh bien ça va être les moyennes lumières. Mais si tu veux exposer un visage, eh bien il faut faire attention que notre visage, donc tu vas le voir graphiquement, que notre visage, il faut qu'il soit au niveau des moyennes lumières. Donc il va falloir faire en sorte de bien l'exposer pour que j'apparaisse entre 300 et 600. Tu l'auras donc compris, si on dépasse le 0 ou le 1000, eh bien on va perdre de l'information. Puisque le 0, ça représente les très basses lumières, le noir, et il n'y a pas plus noir que noir. Donc le but, quand tu vas faire ton étalonnage, c'est de faire attention que tu ne vas pas dépasser le 0 ou le 1000. Et puis ensuite, de gauche à droite, eh bien en fait, ça va être notre image. En fait, c'est vraiment une représentation graphique, une représentation du signal colorimétrique
de notre image. Donc à ce niveau-là, je pense que tout ça, ça va être les montagnes. Ici, pareil, on va avoir les montagnes en fond, un petit peu des nuages, ici un petit peu du ciel. Et puis c'est exactement la même chose juste à côté. Donc en fait, c'est notre signal RVB. Donc on va avoir le rouge, le vert et le bleu. Ensuite, on va avoir l'oscilloscope. C'est exactement la même chose, sauf que en fait, on va avoir tout le signal colorimétrique qui est réuni en une seule courbe. Tout à l'heure, on avait le rouge, le vert et le bleu qui étaient séparés. Et puis là, en fait, c'est tout qui est assemblé. Le principe est le même, ça se lit de gauche à droite, comme une image. Là, ça se lit de gauche à droite. Et puis en hauteur, ça va être le 1000, les hautes lumières, 0, les basses lumières. Après l'oscilloscope, on a l'histogramme. Donc ça, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc le 0, c'est les basses lumières. Le 1000, juste là, c'est les très hautes lumières. Et puis en hauteur, on va avoir le nombre de pixels qui appartiennent à cette information. Donc si on a une grosse partie de l'image, donc beaucoup de pixels qui est dans les hautes lumières, eh bien on va avoir une courbe, une montagne qui est à ce niveau-là, là, dans les hautes lumières. Et puis si on a beaucoup d'informations dans les basses lumières, eh bien on va avoir une courbe au niveau du 0. Ensuite, on va avoir le vector scope, donc ça c'est un super outil et puis ça va nous permettre de représenter graphiquement les couleurs qu'il y a dans notre image. Puisque depuis tout à l'heure, ce que l'on avait dans la parade, l'oscilloscope, l'histogramme, etc., c'était l'exposition de notre image. Donc est-ce que on va être surexposé, donc au niveau des 1000, les basses lumières, où est-ce qu'elles sont, les moyennes lumières pareil, et puis on va avoir, là tu vois, on peut visualiser l'équilibre entre le rouge, le vert et le bleu. Enfin bref, ça c'est typiquement le genre de scope que l'on va utiliser lorsque l'on veut correctement exposer notre image. Mais après, la plupart du temps, lorsque l'on veut s'occuper des couleurs, donc est-ce que ma teinte de peau, eh bien, elle est correcte? Est-ce que mon rouge, eh bien, c'est bel et bien du rouge? Eh bien, on va utiliser le vector scope. Pourquoi? Eh bien, en fait, tu vois, c'est représenté sous la forme d'un cercle, exactement comme tu le vois là dans correction primaire. Tu vois, c'est un cercle. Et puis en fait, dans ce cercle-là, on va avoir différentes cases. Donc ici, ça va être le rouge. Donc s'il y a beaucoup de rouge dans mon image, eh bien, je vais avoir une espèce de nuage qui va tirer vers le rouge. S'il y a beaucoup de jaune, comme ici c'est le cas dans mon image, eh bien, ça va tirer, tu vois le nuage là, il tire vers le yellow. S'il y a beaucoup de vert, ça va tirer vers le vert. Ensuite ici, on a le cyan, le bleu et les magentas. Le blanc, quant à lui, il se situe au centre du graphique. Donc vraiment, c'est au niveau de la croix, c'est le blanc absolu. Ça va donc nous permettre d'effectuer une balance des blancs très précisément, par exemple. Donc là, directement, j'ai ma plaquette blanche. Je vais créer un masque sur cette plaquette blanche. Et normalement, si ma balance des blancs, elle est bien faite, eh bien, je vais avoir un point blanc qui va apparaître pile au centre du graphique. Ça va également nous permettre de faire en sorte que notre couleur de peau, eh bien, elle soit bien naturelle, ni trop vers les magentas, ni trop vers le vert. Et pour cela, il y a une astuce. Je vais venir faire un échantillon de ma peau. Donc avec les Power Windows, je vais sélectionner un tout petit échantillon. Par exemple, hop, ici, hop. Là, j'active ma petite baguette magique de manière à faire apparaître seulement l'échantillon de ma peau. Et puis là, tu peux le voir dans le vector scope, on a une espèce de petit nuage qui est positionné entre le yellow et le rouge. Dans les paramètres du vector scope, juste là, je vais activer indicateur couleur de peau. Tu vois, il y a une ligne droite qui s'est placée. Et puis en fait, le but, ça va être que le nuage, il soit aligné à peu près avec cette ligne blanche. Si ce n'est pas le cas, tu peux aller dans tes corrections primaires. Et puis après, tu vas jouer sur la teinte pour pouvoir faire en sorte de déplacer le nuage. Tu vois, quand je joue sur la teinte, le nuage, il se déplace. Et le but, c'est que voilà, je sois positionné au-dessus. Maintenant, je peux supprimer mon Power Window et voilà, ma correction est faite. Si je te montre le avant-après, c'est vrai que c'est assez flagrant. Là, on se rend compte de rien, hein, ça pourrait être naturel, mais une fois que j'ai appliqué la modification, c'est vrai que là, ça paraît vraiment beaucoup plus naturel. Tu vois, le avant-après, on remarque qu'avant, j'étais quand même assez verdâtre. Et enfin, le dernier outil, c'est tout en bas, ça va être coordonnées chromatiques CIE. Ça, je t'avoue que j'utilise ça jamais. Mais en fait, ça va te permettre de voir dans ton espace Rec 709, Rec 2020, etc. combien de couleurs représentent ton image dans cet espace. Puisque le Rec 709, le Rec 2020, c'est un espace colorimétrique, donc un ensemble de couleurs. Et forcément, il y a des millions de couleurs, des millions de nuances de couleurs. Et puis en fait, là, ça me permet de voir combien de couleurs représentent mon image dans un espace, ici en l'occurrence en Rec 2020. Enfin, dernière chose, pour terminer l'interface, il va falloir parler des nœuds. Hein. Finalement, je pense que tu es là pour ça, c'est parce que tu n'as rien compris aux nœuds. Eh bien, je vais essayer de t'expliquer au mieux.
Donc les nœuds, ça va être exactement la même chose dans Fusion et c'est un système qui est complètement différent de ce que l'on pourrait retrouver sur une timeline par exemple. De base, quand tu arrives dans l'interface, sur ton plan, tu vas avoir qu'un seul nœud. Donc le nœud, en fait, c'est ça, hein, c'est ce petit carré qui est juste là, dans lequel tu vas appliquer des modifications. Et donc ce nœud-là, de base, tu n'en as qu'un seul. Et puis au fur et à mesure de faire des modifications, etc., tu vas en avoir plusieurs. Parfois, tu vas en avoir 3, parfois tu vas en avoir 10. Enfin, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. À gauche, on va avoir notre vidéo in. Donc c'est vraiment la vidéo d'origine, comme tu l'as tournée, la vidéo qui a été mise dans le logiciel qui est sur ton disque. Et puis après, ce Media In, on va lui appliquer différentes modifications. Ça, c'est le rôle des nœuds. Et puis après, tout à droite, on va avoir le point qui est juste là. Et ça, pour le coup, c'est le Media Out. Donc, c'est le plan d'origine plus toutes les modifications qui ont fait une vidéo finale. Pour que ça fonctionne, toutes tes modifications, tous tes nœuds, il faut forcément que ton Media In soit relié au Media Out. Puisque forcément, si je déconnecte la sortie, eh bien là, on va avoir notre vidéo d'origine sans toutes les modifications. Il faut bien comprendre que les nœuds vont s'ajouter. Donc, je vais avoir mon Media In, donc ma vidéo d'origine, qui de base est en log, hein. Ensuite, j'ai appliqué certaines modifications. Ces modifications-là vont s'ajouter au nœud numéro 2. Ces modifications du nœud numéro 2 vont s'appliquer au nœud numéro 3 et puis ainsi de suite. Donc, c'est vraiment comme s'il y avait un plus à chaque fois entre chaque nœud. Vraiment, tous les nœuds vont se compiler, s'additionner pour donner un rendu final. Et ça, sans rentrer dans les détails, ça a quand même une importance puisque, bon, c'est complexe, mais si tu commences à faire des conversions, des trucs comme ça, machin, c'est important que ton nœud il soit dans le bon ordre. Et pour des corrections vraiment basiques, hein, il n'y a vraiment pas d'ordre, hein. Chaque nœud a un in et un out, donc tu peux voir qu'on a une petite flèche verte d'entrée, donc ça c'est notre in, et puis après on va avoir le petit rond qui est juste là, ça c'est la sortie. Donc la sortie à chaque fois il faut la relier avec une entrée ou directement avec le out qui est juste là. Donc ça c'était pour l'entrée-sortie vert, mais après tu vas avoir l'entrée-sortie bleue, ça correspond à l'alpha. Tu vois, si je fais clic droit, ajouter une sortie alpha, je vais avoir un petit point bleu qui apparaît juste là, et en fait ça correspond en gros à nos effets. L'entrée-sortie alpha, j'avoue que c'est assez complexe à expliquer, ça nécessiterait une vidéo entière, mais si je devais résumer en quelques mots, ça va te permettre de transférer les informations de masque. Je te donne un exemple, donc là je suis sur le nœud numéro 2 et puis je vais créer un masque, n'importe lequel, hein. Voilà, le but c'est vraiment juste de donner un exemple. Je le mets par exemple ici, donc on peut voir que tout ce qui est en couleur, c'est ce qui a été sélectionné et tout ce qui est en gris, c'est ce qui n'est pas retenu, c'est ce qui n'est pas sélectionné. Et si je relie la sortie alpha du nœud numéro 2 au nœud numéro 3, eh bien on peut voir que le masque se répercute sur le nœud numéro 3. Tu le vois juste là sur la petite vignette du nœud. Donc là, on a bien notre masque qui est appliqué. Et si je relie la sortie alpha à celui du 3, eh bien on a notre masque qui se répercute juste là. Mais ça va nous permettre notamment, donc si tu relis la sortie alpha de ton nœud à ton media out, eh bien en fait, de supprimer tout ce qui n'est pas retenu dans le masque. Donc tout ce qui est en dehors du masque, ça va être supprimé. Et tout ce qui est dans le masque, ça va être gardé. Donc tu vois là, tout ce qui est autour, c'est noir. Et finalement, on garde seulement ce qui est dans le masque. Et là, tu vas me dire, ça sert à quoi? Eh bien écoute, là, si je reviens dans mon montage et que tu vois là, c'est ce plan-là, je mets le plan n'importe lequel, par exemple celui-là, juste en dessous. Eh bien, on va voir que j'ai mon plan de base, donc c'est celui-là. Hop, j'ai mon plan qui est juste là. Et si je le mets en dessous, eh bien on va voir qu'on a toujours le plan de base qui est en vidéo 1, plus le masque que l'on a fait. Donc tu vois par exemple pour une vidéo explication, j'en sais rien moi, pour YouTube, etc. Eh bien tu peux découper une image avec, avec tes masques et puis après relier la sortie alpha, ce qui va te permettre finalement de supprimer l'extérieur du masque. Voilà très rapidement ce que c'était la sortie alpha. Maintenant, passons en concret. Comment on ajoute des nœuds, comment on les renomme, comment on les utilise. Donc là, d'origine, on a un premier nœud qui apparaît quand tu arrives sur étalonnage. Si je veux ajouter un nœud, je peux faire le raccourci Option S sur Mac ou Alt S. Donc ça, c'est si je veux ajouter un nœud après. Mais si je veux ajouter un nœud avant mon nœud, je peux faire Shift S. Donc tu vois là, ça m'a créé un nœud avant. Et si je fais Option S, ça me crée un nœud après. Si je veux désactiver un nœud pour voir un petit peu le rendu que ça a fait, je peux faire le raccourci Commande ou CTRL D. Tu vois, ça me désactive mon nœud.
ou sinon directement en cliquant avec ma souris sur le nœud, ça le désactive. Tu vois, quand il est désactivé, il est tout noir. Si tu veux réinitialiser ce nœud, tu peux directement faire clic droit, réinitialiser. Si tu veux donner un nom à ce nœud pour avoir des petites notes, tu peux faire clic droit, hop, changer de libellé. Et puis là, tu peux le renommer, j'en sais rien, moi, tu écris ce que tu veux. C'est assez utile de faire ça parce que quand tu as plus de 5 nœuds par exemple, ça te permet de mieux te repérer. Alors après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il existe plusieurs types de nœuds. Donc là, on est sur un nœud en série. Donc tu vois, à chaque fois que j'ajoute des nœuds, ça me fait une série. Mais après, tu as les nœuds en parallèle, les nœuds inversés, etc. Jusque-là, je pense avoir fait le tour. Tu vas me dire, ok, maintenant je connais toute l'interface, je sais comment ajouter des nœuds, je sais comment réinitialiser tout ça. Mais concrètement, je fais quoi pour étalonner mon image? Eh bien, en fait, tu vas être déçu, mais il n'y a pas de réponse précise à ça. Ça dépend vraiment d'où tu pars. Si tu pars d'un petit facecam classique, si tu es sur une vidéo avec un profil en log, enfin, ça dépend vraiment d'où tu es. Et ça, c'est typiquement le genre de compétences que tu vas acquérir à force d'utiliser le logiciel. Lorsque tu vas voir une image, tu vas faire tiens, là c'est un petit peu surexposé, là c'est un petit peu vert. Enfin, il va falloir que je fasse tel ou tel ajustement. Moi, tout de suite maintenant, pour terminer cet épisode, je vais te montrer 2-3 cas. Et puis dans une prochaine vidéo, on ira un peu plus dans le détail. Donc là, j'ai sélectionné 4 images, 4 plans assez basiques, juste histoire de te montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de l'étalonnage, comment repérer ce qu'il faut ajouter, etc. Premier cas très basique, il s'agit d'une image prise à l'iPhone. Là, la première chose que je remarque, c'est que ça manque un tout petit peu de contraste. Comme ça a été pris à l'iPhone, généralement ce genre de caméra, les iPhones, les GoPro et tout ce genre de petites caméras, elles ont tendance à accentuer la netteté. Et là, c'est tout à fait ce que l'on remarque, qu'il y a une légère accentuation de la netteté, donc on va gérer ça. Et puis pourquoi pas ajouter un petit peu de saturation, puisque là c'est quand même assez plat. Donc c'est parti, c'est ce que l'on va faire. On va commencer par gérer la netteté. Donc pour cela, je suis bien sur mon nœud numéro 1. De toute façon, là, il n'y aura pas besoin de changer vu les modifications que l'on doit faire. Donc là, je me rends dans correction primaire. Et puis là, je vais avoir mis de détail. Et le but, ça va être de baisser le niveau de détail, de baisser le niveau de netteté. Donc pour cela, je vais aller dans le négatif. Ok, c'est plutôt pas mal. Je pourrais même descendre encore un peu plus. Donc là, je suis à moins 55. J'avoue que je descends jamais aussi bas. Mais là, c'est vrai qu'il y en avait besoin. Et puis, on peut voir que, tu vois, si je fais commander, donc je désactive le nœud, le avant-après est quand même assez flagrant. C'est vrai qu'au niveau des poutres à l'arrière, au niveau du feuillage, etc., c'est quand même beaucoup plus agréable le résultat après. On a moins de détails, le bokeh est quand même beaucoup plus intéressant puisque c'est vrai que quand on regarde un vent, eh bien, on a de la netteté partout, même dans le bokeh, si on peut appeler ça comme ça, tu vois, au niveau du mur, c'est quand même assez net. Et puis après, c'est déjà beaucoup plus agréable. Ensuite, on va ajouter un petit peu de contraste. Donc, tu vois, je me rends dans contraste. Et puis, je vais juste en ajouter légèrement. Voilà, ça me paraît pas mal. Et puis maintenant, on va ajouter juste un tout petit peu de saturation. Donc, je me rends juste en bas. Et puis, je vais augmenter de manière à faire en sorte que mes couleurs soient déjà un peu plus vives. Et puis voilà, déjà, on est pas mal pour un premier résultat. Ensuite, deuxième cas, c'est un face cam que j'ai utilisé pour l'intro de ma vidéo sur le Viltrox 24 mm. Donc là, première chose que l'on remarque, c'est que mon image, elle est quand même assez chaude. Voilà. Effectivement, on est sur un lever de soleil, donc j'ai le soleil en pleine face. C'est normal que l'image en général, elle soit chaude. Mais là, je trouve ça quand même assez accentué. Donc pour gérer ça, eh bien là, je vais dans correction primaire, température. Et puis directement, je vais baisser ça légèrement. Voilà, comme ça, ça me paraît pas mal. C'est même un petit peu trop. Ok, ensuite je vais gérer un petit peu l'exposition puisque c'est vrai que là j'avais vraiment le soleil en pleine face et puis comme je me filme en face cam, enfin je fais pas forcément très attention à ça. Donc là je vais aller dans les courbes juste là et puis là on va venir, comme je te le disais tout à l'heure, créer plusieurs points, jouer avec ces points de manière à avoir un résultat qui nous convienne. Le but encore une fois c'est de ne pas dépasser les zéros, donc tu vois là si je descends, là ça écrase tout en bas, donc là je perds de l'information. Tu vois, puisque ça écrase mon signal tout en bas. Donc le but, c'est de ne pas dépasser le 0 ni le 1000. Et voilà, très rapidement, en 10 secondes, on est déjà pas mal. Donc tu vois, j'ai écrit plusieurs points sur la courbe. Et puis, je suis venu très légèrement abaisser cette courbe. Et puis, tu vois, si je te montre le avant-après, mon visage est déjà beaucoup mieux exposé. Encore une fois, si je fais arrêt sur image juste là, si je te montre le avant-après, ça n'a rien à voir. Et encore, je peux peaufiner encore bien plus loin de manière à avoir un résultat bien meilleur.
Troisième cas, un face cam, comme j'en ai l'habitude. Donc là, il va falloir gérer le niveau de détail puisque j'ai l'habitude de le baisser légèrement de manière à ce qu'on voit moins les petits détails, les petites imperfections, si on peut appeler ça comme ça, au niveau de la peau. Sur le mur derrière, j'ai une petite light qui éclaire, mais elle n'est pas assez puissante. Donc il va falloir accentuer cette fameuse couleur bleue. Peut-être ajouter un petit peu de contraste. On va voir tout ça. Je vais commencer par ajouter un tout petit peu de contraste et un tout petit peu de saturation, enfin vraiment très très léger. Voilà, je regarde le avant-après directement. Voilà, il faut vraiment un tout petit peu de réajustement, mais c'est vraiment très léger. Pareil pour la saturation. Je regarde bien au niveau de la bague en métal qui est juste là et puis des couleurs qui sont là sur la boîte puisque comme j'ai l'habitude de les voir, je sais comment ça doit être. Et puis voilà, là déjà on est bien mieux. Je vais gérer le niveau de détail. Donc je la baisse à pas plus de -15 hein, généralement, parce que sinon ça commence à être assez visible. Hop, je peux voir le avant-après, on voit au niveau de la peau que c'est déjà beaucoup plus adouci. Alors après, si vraiment je voulais chercher à supprimer les boutons, les détails au niveau de la peau, je pourrais le faire en sélectionnant, en créant un masque, sélectionnant cette couleur-là et puis en adoucissant le rouge. Mais on est quand même sur un processus beaucoup plus long. Ok, c'est mieux, tu vois, quand je te montre le avant-après. Déjà, mon visage est rééclairé, on a beaucoup plus de rouge, ce qui fait qu'on voit moins les boutons. Ok, on est pas mal. Maintenant, il va falloir accentuer la couleur bleue du mur, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc pour cela, étant donné que l'on va devoir créer une sélection et un masque, je vais devoir créer un nouveau nœud. Puisque là, on a appliqué des modifications sur mon nœud numéro 1 dans la globalité de l'image. Donc on a ajouté du contraste, etc. Donc ça a mis du contraste partout dans l'image. Sauf que là, on va devoir créer une sélection. Donc on va devoir sélectionner une zone et si je sélectionne cette zone dans le même nœud que j'ai fait mes modifications globales, eh bien en fait toutes mes modifications vont partir dans la sélection. Donc là j'ai ajouté du contraste dans la globalité, mais si je crée un masque, eh bien mon contraste que j'ai ajouté il va aller seulement dans le masque. C'est pour cela que nous on doit créer un nouveau nœud, donc je fais option S de manière à créer un masque dans lequel je vais pouvoir changer la couleur ou accentuer la couleur du mur. Donc je crée un nouveau masque, option S. Maintenant, je vais devoir sélectionner la couleur du mur. Donc je vais dans sélecteur HSL, puis sélecteur 3D juste là. Hop, je vais mettre ma couleur de référence. Donc comme ça, hop. Là, on peut voir que ça a sélectionné une partie du mur. Sauf que là, il faut que j'ajoute de la couleur. Donc je vais cliquer sur la pipette plus jusque là. Et puis à partir de là, boum, je vais sélectionner mon mur, comme ça. Maintenant, comme on peut le voir, ça a sélectionné bien mon mur, mais il y a pas mal de défauts à ce niveau-là. Tu vois, c'est pas très propre. Pour faire en sorte que ça soit plus propre, tu peux ajouter un pré-filtre. Tu vois, donc en gros, ça va filtrer le masque. Tu vois, ça va enlever tous les petits détails, toutes les petites sélections à la con. Donc tu vois, quand tu ajoutes le pré-filtre, tu vois, ça va te lisser les zones. Donc ça, c'est parfait. Et puis à partir de là, je vais aller dans déformation de couleur puisque je veux pouvoir modifier la couleur. Je ne veux pas la saturer, je veux vraiment pouvoir la modifier dans sa globalité. Si je serais allé dans correction primaire et que j'aurais juste ajouté de la saturation, tu vois, ça va juste me saturer le bas, mais le haut, il va rester comme il est, tu vois. Alors que moi, je veux vraiment changer la couleur dans sa globalité. Donc je vais vraiment aller dans déformation couleur. Je vais te l'agrandir juste là. Avec mon pointeur, je vais pointer la couleur. Donc je pense que là, on est pas mal. Voilà, ça m'a sélectionné ce point-là. Et puis ce point-là, je vais le prendre et puis je vais le bouger. Et je peux modifier la couleur du mur. Bon là, ma sélection n'est pas assez bien faite pour que ça marche. Mais tu vois, je peux modifier. Et le but, là, en l'occurrence, c'est d'aller vers un bleu ciel. Donc tu vois, là, on a bougé un premier point, mais j'avais sélectionné le bas du mur. Donc forcément, c'est comme si on avait ajouté de la saturation au final. Et sauf que moi, je veux aussi que le haut du mur, il soit bleu. Donc c'est pour cela que je vais pointer avec mon curseur en haut du mur. Donc là, ça me sélectionne le point du centre. Et puis ce point du centre-là, hop, je vais venir le bouger vers mon bleu ciel. Et voilà, en soi, là, si je voulais colorier tout le mur, eh bien, c'est fait. Effectivement, là, c'est un tout petit peu moins saturé que le bas. Je pourrais faire en sorte de le saturer un peu plus. Mais voilà, après, on peut aller dans les extrêmes. On peut vraiment le mettre totalement en bleu, c'est tout à fait possible. Et puis là, on voit que quand on va dans les extrêmes, ça ne marche pas, puisqu'on a mal fait la sélection. Tu vois, au niveau du drone, les ombres, ça ne marche pas. Voilà pour ce troisième plan. Et enfin, on enchaîne avec le dernier, juste là. Ça va pas être très compliqué. Je vais ajouter un tout petit peu de contraste et de saturation.
Ok, je voudrais faire en sorte que mon noir du boîtier il soit un peu plus profond. Donc là, je vais aller dans les courbes et puis je vais gérer ça sans en abuser et que l'on perde de l'information. Parce que tu vois, si j'abuse, ça écrase, tu vois, dans les scopes, ça écrase les basses lumières et là, on perd de l'information. Voilà, on est plutôt pas mal. Maintenant, qu'est-ce que l'on pourrait faire? On pourrait pourquoi pas sélectionner le logo Sony pour qu'il soit vraiment flashy, vraiment blanc-blanc. Donc le principe est le même, il va falloir créer une sélection. Et qui dit sélection dit nouveau nœud, donc option S. Je vais sélectionner une zone, donc je vais dans sélecteur 3D juste là. Hop, le principe est le même, je sélectionne ma couleur, juste là. Je fais plus pour pouvoir en ajouter un peu plus. Là, je vais ajouter le pré-filtre de manière à nettoyer la zone. Le problème, c'est que ça m'a effectivement sélectionné le logo Sony, mais aussi la baïonnette du boîtier. Mais moi, je veux seulement le logo Sony. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un masque. Donc, pour cela, je vais dans Power Window, je prends mon petit stylo, et puis à partir de là, je vais sélectionner seulement le logo Sony, comme ça. Et puis, à partir de là, je vais pouvoir appliquer les modifications seulement sur le logo. Donc, je vais aller là directement le plus simple, correction primaire, et puis offset, boum, j'augmente. Voilà, et puis là, il apparaît totalement en blanc, vraiment flashy. Tu vois, si je te montre le avant-après, c'est vraiment blanc-blanc, quoi. Si jamais on est sur un sujet qui bouge, là, en l'occurrence, on est sur un mouvement de travelling. Et là, on peut voir que mon masque, il va sortir de la zone, et ça ne va pas. Donc, il va falloir que je fasse un tracking. Encore une fois, nouvelle compétence. C'est vrai que je n'ai pas placé mon masque de la meilleure façon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien le mettre sur des points simples. Comme ça, le tracking va mieux marcher, puisque le tracking, ça va fonctionner par contraste. Donc, si ton point il est placé sur quelque chose qui est bien contrasté, eh bien, ton tracking va bien marcher. Tu vois, si tu places un masque en plein milieu d'une feuille blanche, eh bien, ton logiciel, il va pas savoir quoi traquer parce qu'il n'y a aucun contraste. C'est totalement blanc, donc il ne sait pas trop comment positionner son masque. Alors que si tu positionnes ton masque dans les coins de la feuille, eh bien, tu vas avoir du contraste entre la feuille blanche et ton arrière-plan. Et bien là, c'est exactement le même principe. J'ai positionné mon point totalement sur du noir, donc c'est vrai que ce n'est pas facile. Alors que si je positionne mon point un peu plus par là, tu vois, il y aura peut-être un peu plus de contraste et ça sera plus simple pour le logiciel de faire le tracking. Je pourrais le faire manuellement, donc mettre un point A, un point B et voilà, sauf que là, je vais le faire en automatique. Donc, je vais aller directement dans tracking juste là et je vais faire tracker vers l'avant et vers l'arrière. Donc là, boum, on lance le tracking. Normalement, il n'y a aucun problème, ça va marcher. Et donc là, tu peux voir que quand j'avance avec mon curseur, eh ben, je n'ai aucun problème avec mon masque puisqu'il est bien traqué. Et ce que l'on pourrait faire même, c'est qu'au fur et à mesure du travelling, mon logo il soit de plus en plus flashy. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les keyframes qui sont juste là. Je vais aller vers la fin de mon plan, enfin vers l'endroit où j'ai envie que mon logo il devienne flashy, par exemple à ce niveau-là. Et puis là, il va falloir que j'active les keyframes. Donc là, on est sur mon nœud numéro 2. J'ai envie que ça soit les keyframes du correcteur numéro 2, du nœud numéro 2. Donc là, tu vois, il y a correcteur numéro 2. C'est bien là-dessus que j'ai envie de faire les keyframes, les modifications. Donc je fais image clé, je modifie légèrement mon réglage de manière à ce que ça ajoute l'image qui est juste là. Et donc maintenant, je vais me rendre au début de mon clip. Et puis, je vais baisser mon offset, tu vois, comme c'était à l'origine. Comme ça, un peu grisâtre. Et là, tu vois, ça m'a créé un dégradé. Et quand je vais faire play, tu vois, mon logo devient de plus en plus blanc. Et encore, je pourrais faire en sorte que ça soit encore plus visible à l'image, tu vois. Tu vois, donc là, il devient de plus en plus blanc, comme ça. Mais voilà, je pense qu'on a terminé pour ces 4 exemples. Je pense avoir fait le tour des bases de toute l'interface. Alors après, bien sûr, on verra des exemples un peu plus poussés dans une prochaine vidéo. Mais je pense que là, déjà, on est pas mal et tu pourras faire déjà beaucoup d'essais pour t'entraîner. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Ce genre de vidéo, ça met beaucoup de temps à faire. Donc pour me soutenir, il n'y a rien de mieux. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et si tu as des questions dans les commentaires, abonne-toi pour en voir plus. Si tu as des questions ou personnaliser tout ça, contacte-moi sur Instagram et n'hésite pas à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Si toi aussi tu es comme moi, tu cherches toujours à avoir ton matériel le moins cher possible tout en ayant quelque chose qui, dans l'idéal, est neuf,
ou reconditionner. Et oui, le matériel de nos jours, ça coûte cher. Tout ce qui est composants, électronique, tout ça, bref, c'est compliqué, ça augmente. Et puis j'ai l'impression où on est dans une période où les marques